Alors, il faut débarquer de la planète Mars, ou même de bien loin pour ne pas le connaître. Alors, moi, j'ai un double avantage, voire un triple avantage. On a commencé plus ou moins nos aventures littéraires en même temps. Et puis, c'est vrai que moi, je n'ai pas l'habitude de le voir dans des présidiums aussi splendides, aussi solennels. Moi, je le vois dans des salles un peu plus obscures, sur des terrains de foot, et dans des choses qui sont parfaitement inavouables ici. Donc, je m'en tiendrai là, sur les aspects un peu plus underground, on va dire. Et pour parler de son œuvre que j'ai vu naître, que j'ai vu grandir, qui est d'une étonnante maturité. Et puis, voilà, c'est un festival de compliments, mais un festival de compliments qui est parfaitement mérité. Parce qu'il faut remonter peut-être au Britannique militaire de Saint-Louis, Charles Tchoréré, à Bango, qui est une pépinière à talent, qui a produit une élite au Sénégal, qui est aux affaires. Et dans cette école, il y a la Voix de l'étudiant, qui est un journal, qui a été aussi une pépinière de talent littéraire, où sont passés beaucoup de journalistes et puis beaucoup d'autres personnes, et qui occupe donc une belle place. Et Mbougar a été un rédacteur de ce journal-là, et ça a été sanctionné par le profil que l'on connaît en 2009. Il a été le meilleur élève du Sénégal. Et il se trouve que c'est le moment où on s'est connus. Parce qu'avec ses galons et son uniforme, je l'appelais à l'époque le soldat inconnu. Il m'a écrit un message parce que je tenais un blog où je communiquais un peu les blessures de l'exil, et il m'avait laissé un message. Je lui avais répondu très gentiment. Et voilà comment notre amitié, profondément littéraire, autour d'une figure, on va dire, séminale, qu'on appellera Balzac, qu'on a commencé à se fréquenter. Et quand il est arrivé à Paris, il a créé son propre blog qui s'appelle Choses Revues, voilà, qui est décalqué sur Victor Hugo et ses Choses Vues. Et il a commencé à écrire. On avait tous les deux chacun son blog, et on a passé nos nuits à parler de littérature, à parler de football, à parler de politique. Je n'en dirai pas plus pour ne pas déflorer autre chose. Alors, l'audace de Mbougar commence en 2012-2013. Le Mali tombe sous la coupe djihadiste. Abderrahmane Sissako en fait un film, et ce garçon téméraire m'envoie un manuscrit, Terre Sainte. Je prédis un succès à ce livre. J'étais un peu à côté parce que ce n'est pas un succès, c'est un triomphe. Il est salué par un jury du prix Kourouma avec ces mots de Boniface Mbongo-Boussa. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Mbongo-Boussa, c'est un des grands penseurs de la littérature, on va dire, africaine, qui a écrit Désirs d'Afrique. Et il dit que quand ils ont reçu Terre Sainte, alors qu'ils étaient habitués à des discussions houleuses, parfois des discussions frontales, il y a eu une unanimité tout de suite, parce qu'ils ont été frappés par la maturité, la profondeur et le style de l'ouvrage. Et Terre Sainte met en scène donc cette résistance d'un club contre l'oppression, contre la peur, et justement c'est le roman sans doute le plus philosophique de Mbougar, où il fait dialoguer le bien et le mal sans jamais tomber dans une forme de manichéisme. Et dès ce roman inaugural et primal, il y a quelque chose de l'ordre de la tempérance, de la complexité philosophique, à comprendre que le bien et le mal ne sont pas forcément des valeurs absolues, et que le bien n'était pas forcément en gage, et que le mal n'était pas forcément condamné. Et qu'on pouvait, à travers le dialogue, à travers le personnage qui met en scène, avec le décor que l'on imagine un peu dans une ville assiégée. On a toujours dit que Caleb c'était Kidal et Alep, avec des personnages qui sont parfaitement identifiables. Le réalisme de ce livre, ainsi que toute la discussion philosophique qu'il suscite, bien sûr, contribue à en faire ce classique dès sa naissance. Et le deuxième livre de Mbougar Sarr, alors il faut que je confie une petite peine que j'ai par rapport à ce livre. De tous les livres de Mbougar, je crois que c'est le moins connu. Silence du cœur. Silence du cœur a été publié 3 années après, toujours chez Présence africaine. C'est le roman le plus humaniste de Mbougar sur la migration. Alors on est encore dans un réalisme avec un contexte. Le contexte, c'est en 2012-2013, c'était le Mali.
Et en 2016-2015, on a eu, voilà, à la défaveur des guerres, on va dire, en zone syro-irakienne, une vague de migration en Europe qui a suscité et qui a même parfois fait naître une pulsion, on va dire, à la fois xénophobe, en tout cas recentrée sur elle-même, qui a dopé les extrêmes droites européennes. Et faire paraître un livre en parlant justement de ces migrants, ça a été un acte aussi fort, un combat qu'ils portent. Et ce livre, il me semble, est méconnu parce que moi j'ai une idée, je pense que c'est le chantier premier de la plus secrète mémoire des hommes. Parce que ce livre-là, on a un journal, on a des notes, on a des articles, on a des échappées comme ça. Et c'est la première fois peut-être que Mbougar se met en scène lui-même à travers un personnage, Djogoy, pour ceux qui l'ont lu, dans le livre. Et on retrouve cette trame, on va dire, ces ingrédients qui vont constituer aussi la recette de la plus secrète mémoire des hommes. Et ce livre, donc, est un plaidoyer, un manifeste humaniste avec un cadre qui se trouve en Italie, dans la belle Sicile. Mbougar a des pages sublimes sur le marché de Catagne, que par la force des choses, moi aussi j'ai connu, avec des personnages qui sont aux prises avec des situations difficiles. Et c'est le roman peut-être le plus politique, je veux dire, de Mbougar, dans le sens où il met en scène à la fois les défaites, les frustrations, les aigreurs, les quêtes d'horizon, les quêtes d'épanouissement, que l'on voit dans la scène actuelle sur la question de la migration, sur les impuissances locales, sur les quêtes d'Eldorado, et tout ça en ne désignant ni bourreau, ni victime, ni coupable, ni responsable, en laissant le choix au lecteur, à travers ce tableau vaste et pluriel, de pouvoir puiser quelque chose et d'en faire bon usage, si on peut parler ainsi. Et arrive donc Patatras de Purs Hommes, 2018, qui inaugure deux choses: changement de maison d'édition, coédition Philippe Ray et Jim Sall. Et Mbougar s'attaque au tabou de l'homosexualité dans la société sénégalaise. Livre courageux, livre où il se découvre un peu plus, et forcément, comme en boxe, quand on se découvre, on prend des coups. Et tous ceux qui n'ont pas pu lui donner des coups, parce que d'une part, c'est à la fois, alors le terme est fort, mais il n'est destiné bien sûr à personne, une part de lâcheté. Il a fallu qu'il ait le concours pour que toutes ces choses souterraines, cette forme de frustration accumulée, ressortent comme ça, en flot incendiaire, alors que justement sur ce sujet-là, il a eu un propos à la fois mesuré, il a capté l'état de la société sénégalaise à laquelle il a voulu tendre un miroir, ce que je peux parfaitement comprendre. J'ai fait à peu près la même chose, et donc notre complicité se termine aussi en littérature. Donc De Purs Hommes est un livre qui a été connu, qui a été discuté, qui, à la faveur de la lumière qui s'est jetée subitement sur lui, a suscité des tensions parfaitement irrationnelles. Et je pense que ce genre de discussion est là pour désamorcer les bombes et pour ramener les choses à leur proportion. Un romancier n'est pas un dogmatique, il n'est pas dans l'injonction, c'est pas un manipulateur et ce n'est pas un gourou. Il ne prêche pour aucune secte, il prêche pour une chose toute bête, autour de laquelle je pense qu'on peut se retrouver, c'est la célébration de l'intelligence et de la distinction dont chacun, je crois, est capable dans toute la société sénégalaise, qui n'est pas une société de fauves, ni une société, je veux dire, de rétrograde. C'est une société qui mérite des discussions, et je pense que c'est la discussion d'aujourd'hui qui contribue. Alors, je ne vais pas présenter le concours, donc je vais m'arrêter là. Le concours, je pense qu'il a été très très connu. Mbougar, je peux noter juste dans cette folle aventure, dans cette ambition de dingue, c'est-à-dire se lancer dans la rentrée littéraire française, où il y a 600 livres qui paraissent. Quand on s'appelle Mbougar Sarr et que malgré 3 livres brillantissimes, on est encore un peu dans le ghetto, je veux dire, africain, se lancer dans le pari littéraire et conquérir, je veux dire, le concours à ton âge, avec le style
Et puis dans un livre qui n'est pas un livre facile, c'est pas un livre que l'on lit sur une plage pour prendre du bon temps, c'est un livre qui demande la concentration, c'est un livre avec une grande épaisseur littéraire. Alors oui, je me joins aux concerts de louanges et de triomphe qui ont été faits. Je le fais en tant que littérateur, en tant qu'acteur, mais surtout en tant qu'ami. Et j'aurai le souvenir de nos discussions sur Balzac aux 2 rue Blondel. Je n'en dirai pas plus, ce n'est pas un quartier très recommandable de Paris. Donc je m'en terminerai là, mais je te poserai une question avant de te passer la parole. Je te poserai cette question-là. C'est la première fois que tu viens parler, on va dire, plus ou moins officiellement de la plus secrète mémoire des... Il y a eu un tollé, il y a eu une forme de transe quand tu as reçu le prix, avec tout ce que produisent les trans, la démesure, parfois la violence et la brutalité. Tout ce que dans tes livres, tu as essayé de, à la fois débusquer et de contourner. Quand tu vois une salle comme ça, qu'est-ce que ça te fait au plus profond de ton cœur, dans la plus secrète mémoire de ton cœur? Il est très difficile après tout ce que je viens d'entendre de parler parce que je suis sincèrement ému. Donc j'anticipe, mais je reviendrai sur cette question-là tout à l'heure. Je suis sincèrement ému d'être là, entouré, je crois, du peuple auquel j'appartiens profondément, qui est le peuple des lecteurs, en tout cas le peuple des personnes pour qui la lecture, la littérature, l'écriture a quelque sens, à des degrés divers, et je me sens en effet, oui, chez moi, pas simplement parce que je suis au Sénégal, bien sûr parce que je suis au Sénégal, mais plus profondément parce que je pense être dans mon pays profond. Et ce pays profond est celui de l'écriture et de la littérature. J'ai énormément de gens à remercier. Je vous remercie donc toutes et tous d'être là. Je vous remercie, mes chers amis, Elgas Patsen, René, merci beaucoup d'avoir permis ce moment. Merci à Abdoulaye qui nous accueille. Merci à Felwin qui est là dans la salle, qui est mon éditeur et mon ami. Merci à tous les amis qui sont là, tout simplement. Merci à mes parents, je termine par eux, qui sont là également. Et cela rajoute à mon émotion. Ces dernières années, j'ai été très préoccupé par une question qui était de savoir ce que signifie être un romancier aujourd'hui. J'en ai parlé sous diverses formes, souvent aux ateliers de la pensée de Dakar ces dernières années. Ceux qui ont suivi l'historique de mes interventions savent que tout ce qui m'intéresse, c'est de me demander finalement ce que signifie véritablement être un romancier. Je dis romancier à dessein, parce qu'écrivain est un terme peut-être trop générique, mais pour moi, romancier est plus spécifique. Cela veut dire qu'on travaille à partir, évidemment, d'une matière qui est le langage, mais qu'on travaille une autre matière qui est la fiction, qui est particulière, cette matière. Et la question que je me pose toujours, c'est qu'est-ce qu'un romancier fait à sa société? Qu'est-ce qu'une fiction fait au réel? Et à l'inverse, inversement, qu'est-ce que le réel fait à la fiction? Et depuis 5 ou 6 ans, cela m'obsède, cela me travaille, et c'est au cœur de tout ce que j'écris. Je crois que je n'appartiens pas du tout à cette lignée que je pourrais dire hugolienne pour aller vite, du romancier qui sait, ou de l'artiste qui sait ce que serait la vérité, qui la détient, qui serait un mage ou un phare, et qui dirait la direction, qui donnerait le sens, et qui dirait ce qu'il faut penser, ce qu'il faut dire, dans quelle direction il faut aller. Je pense au contraire qu'un romancier serait plutôt quelqu'un d'extrêmement inquiet,
et qui ne capte jamais rien que l'inquiétude ambiante. Je pense que c'est un premier degré de mon travail que j'ai tenté de creuser et de poursuivre toujours. Poser des questions qui peut-être ne sont pas les plus faciles à appréhender comme simples questions, et pourtant les poser au prisme d'une sensibilité, parce qu'on considère que ces questions-là sont dans une société, traversent cette société et me traversent par la même occasion. Je réfléchis souvent au rapport entre le réel et l'imaginaire, je l'ai dit, et ce que je me dis toujours, c'est que l'imaginaire, ce qu'on appelle l'imaginaire, n'est pas du tout l'envers, le contraire de ce qu'on appelle le réel. Tout à l'heure, Elgas a utilisé une métaphore spéculaire, la métaphore du miroir, qui est utilisée depuis très longtemps dans l'histoire du roman. Mais le roman n'est pas, je ne pense pas en tout cas, une sorte de miroir, comme dirait Stendhal, tendu à la société. C'est beaucoup plus profond que ça. C'est plutôt un miroir qu'il faut traverser. Donc je ne suis même pas je ne pense pas en tout cas dans le fait de montrer un reflet, montrer son reflet à une société donnée. Je tente plutôt de traverser un miroir, comme dans Alice au pays des merveilles. Je crois qu'il y a autre chose et que l'imaginaire, c'est ce qui est véritablement de l'autre côté, non pas comme envers, mais comme autre face, non pas comme contraire, mais ce qui serait plutôt au cœur de la réalité, même la réalité la plus profonde. C'est un travail que je tente de mener avec des armes finalement très limitées. C'est un travail que je tente de mener avec une sorte de doute constant. On peut avoir l'impression, en ayant écouté tout ce qui s'est dit depuis quelques mois, voire depuis quelques années, que j'avance avec des certitudes, que mes romans sont autant de réponses ou de points de vue figés que j'apporte à des questions, alors qu'il n'y a rien de plus instable, de plus incertain, de plus tremblant finalement que le travail du roman. Mais j'ai toujours l'impression que c'est une question inépuisable. C'est la question fondamentale aujourd'hui. Est-ce qu'on comprend véritablement ce qu'est une fiction? Et il me semble que, de façon élémentaire, aujourd'hui, dans la société sénégalaise, tenter de dire ce qu'est écrire, c'est toujours tenter, en creux, plus profondément, plus souterrainement, de réaffirmer ce qu'est une fiction, de réaffirmer le pouvoir de la fiction, de réaffirmer la distinction qu'il y a entre le réel et la fiction, distinction qui n'est pas une coupure, mais qui est simplement l'inscription d'un rapport dans un autre espace, qui n'est pas un espace factuel, mais un espace métaphorique ou un espace poétique. Tous mes romans sont traversés par ça, dans des formes diverses, mais qui tiennent cette ligne-là, d'essayer de dire ce qu'est un roman. Et je crois que, oui, c'est ma tâche première aujourd'hui. Je me suis longtemps demandé à quoi servait un romancier aujourd'hui dans la société sénégalaise, et même au-delà. Je crois qu'un romancier sert fondamentalement à dire ce qu'est un roman, à dire ce qu'est une fiction, à toujours apporter les nuances nécessaires pour réaffirmer toujours le droit au roman d'exister, le droit à la fiction d'exister, et la nécessité toujours de s'intéresser aux œuvres romanesques plutôt qu'aux hommes qui sont périssables. Je suis périssable, je disparaîtrai, je pense, beaucoup plus vite que ce que j'ai écrit. Ce que je dis là est d'une arrogance insupportable,
mais je le pense véritablement parce que la vie des hommes est autrement plus courte, autrement plus insignifiante que le travail des œuvres. Et je me dis que tout ce que j'ai tenté de dire, tout ce que j'ai tenté de faire se trouve dans les livres. C'est la raison pour laquelle j'évite de plus en plus de m'exprimer, j'évite de plus en plus de donner des explications, j'évite de plus en plus de me justifier, parce que je crois que je n'ai pas à le faire fondamentalement, et que mon travail de romancier est la seule réponse que je peux livrer. C'est peut-être une réponse insatisfaisante, c'est peut-être une réponse insuffisante, mais c'est la seule fondamentalement dont je dispose, et c'est à mes livres, toujours, que je tente de renvoyer. Ce qu'un homme peut dire est tellement faillible, tellement soumis à l'incertitude, tellement pauvre parfois, tellement incomplet, que je ne suis pas certain qu'il faille accorder une sorte de foi absolue. En tout cas, lorsqu'il s'agit d'un romancier. Lorsqu'on écrit, je pense que l'essentiel de son âme et de ce qu'on a à dire est toujours dans ses livres, et c'est ce qu'on a. C'est là qu'il faut renvoyer voilà. C'est la première fois que je m'exprime, en effet, sur la plus secrète mémoire des hommes et sur l'aventure de ce prix Goncourt. Je suis extrêmement touché, vraiment, de le faire aujourd'hui ici. J'en ai déjà parlé dans un autre espace très récemment, lors des ateliers de la pensée, mais ici, je le fais vraiment plus longuement. Et je n'avais pas tellement préparé de propos, donc je crois que je ne vais pas m'appesantir outre mesure, mais dire simplement que pour moi, ça a du sens, véritablement, d'être ici et de parler de ce livre, de parler de ce que je tente de faire en compagnie d'hommes et de femmes qui aiment la culture, et je suis un parmi d'autres, tout simplement. Et ce livre a été distingué pour des raisons très diverses, mais fondamentalement, je crois que j'y ai mis peut-être tout ce qui me rattache le plus profondément au Sénégal, tout ce qui me rattache le plus profondément à ma terre sérère, tout ce qui me rattache le plus profondément à mes origines. Et parce que cela est arrivé aussi, je ne vais pas, voilà, mais lorsqu'il m'arrive qu'il arrive que j'entende que je ne serai pas sénégalais, que je serai hors sol, voilà, tout un ensemble de choses qui arrivent. Tout ce que j'ai à leur opposer, c'est mon nom, ce sont mes dents qu'on ne trouve nulle part ailleurs qu'au Sénégal, et ce sont sans doute également mes livres. Donc voilà, je crois que c'est ce temps et surtout le temps de l'échange. Donc je vais m'en arrêter là et laisser la parole à la salle. Mais je tenais vraiment encore une fois à vous remercier. Je m'excuse parce que voilà, je pense que je suis un peu trop ému et je ne veux pas développer outre mesure. Je crois que c'est dans l'échange que s'inscrit la fécondité. Donc je vous remercie toutes et tous d'être là et que la discussion commence. Merci beaucoup. Merci. Mon cher camarade, je vais revenir à la charge. Tu m'as répondu à ma question. Qu'est-ce que cela me fait? Qu'est-ce qui est au fond de mon cœur? C'est bien cela. Non, je me sens vraiment... c'est-à-dire que de façon très paradoxale, je n'ai jamais aimé les apparitions publiques. La plus secrète mémoire des hommes est un livre sur la disparition, c'est aussi un livre sur la disparition d'un écrivain. Et je me retrouve dans la situation paradoxale et ironique de devoir toujours apparaître, surtout après ce prix, pour en parler. Ce que je trouve absolument paradoxal. La cohérence voudrait que
que simplement je m'efface derrière le livre. C'est tout ce que je viens de dire. Malheureusement ou heureusement, cela est impossible. Il faut aussi rencontrer les gens qui vous lisent, les gens qui apprécient ou n'apprécient pas vos œuvres. Il faut répondre à leurs questions. Et vraiment, avant de revenir, je ne peux pas cacher que j'ai eu un moment d'appréhension en me disant comment est-ce que cela va se passer après tout ce qui s'est dit, après, en dépit avec les attentes qu'il y a certainement, avec des gens qui vous attendent au tournant, avec des gens qui veulent simplement vous voir, qui attendent votre parole. J'ai eu un moment de vacillement et je me suis dit, mais comment est-ce que cela va se passer? Et encore une fois, je me suis simplement dit qu'il ne s'agissait au fond que de littérature. Je pense que c'est toujours ça qui m'a sauvé. Et parfois, je crois que je n'ai pas mesuré la tension ou la gravité ou l'état de la réception, non seulement de ce livre, mais aussi de tout ce qui a suivi. Je pense que je ne le mesurais pas tout simplement parce que j'ai vraiment la faiblesse de croire que ce n'est que de la littérature. Et quand je dis ça, ce n'est pas minorer la littérature, parce que la littérature est toute ma vie, mais je me dis aussi que oui, c'est à la fois la chose la plus importante sur Terre, et en même temps, ce n'est pas grand-chose. Et c'est vraiment ce paradoxe-là, je pense, qui m'a toujours tenu, qui m'a toujours maintenu, et qui a toujours fait que, finalement, je suis arrivé en me disant, finalement, ça va bien se passer parce que tu es chez toi. Donc oui, on connaît tous le problème qu'il y a à être dans son pays, c'est-à-dire à vivre avec les siens. On est parfois beaucoup plus critique, les choses sont décuplées, les sentiments sont décuplés, mais il faut toujours garder à l'esprit qu'on est chez soi et ça, personne ne peut vous l'enlever. C'est vraiment... donc si tu me demandes ce qui est dans mon cœur aujourd'hui, c'est cette phrase-là, peut-être.